Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Notre invité de ce jour, c'est Monsieur Hervé Chesville. Hervé Chesville, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous pensez bien, le titre de votre livre, naturellement, attire la curiosité de nos auditeurs. Ils se disent pourquoi Monsieur Hervé Chesville, un Corse, pourquoi parle-t-il du Rwanda et pourquoi parle-t-il de 25 années? 25 années au Rwanda, qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi insinue-t-il qu'il n'y a que des mensonges dans l'histoire du Rwanda ces dernières 25 années? Je vais vous laisser la parole, Monsieur Chesville, pour expliquer déjà le titre, l'origine de ce titre. Je vous remercie. Le contenu de votre livre. 25 années de mensonges, ce titre, je l'ai imaginé alors que c'était juste avant les célébrations du 25e anniversaire du génocide. Je me suis dit qu'il serait temps peut-être de sortir un livre qui reprenait mes différents écrits des années précédentes, puisque j'ai commencé à écrire sur le Rwanda en 2002-2003. Je n'ai pas cessé jusqu'à l'apparition de ce livre et je continue depuis. Mais si vous voulez, je m'étais un peu lassé de devoir, à chaque mois d'avril, écrire un article qui était lu ou qui n'était pas lu, que j'essayais de diffuser sur mon site chesville.net ou dans d'autres médias amis. Et j'avais l'impression de devoir chaque fois réexpliquer la même chose. Parce que chaque mois d'avril, les mêmes messages, les mêmes mensonges ou de nouveaux mensonges apparaissaient. Et chaque fois, donc, il fallait essayer de démentir ces mensonges tout en refaisant chaque fois inlassablement l'historique de la guerre, je dis bien la guerre et non pas le génocide, la guerre du Rwanda qui a commencé le 1er octobre 1990. J'en profite pour ouvrir une parenthèse et pour dire que voilà le premier mensonge. Voilà le premier mensonge. Parce que trop souvent, on entend parler de 1994 et 1994 efface 1990, 1991, 1992, 1993. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces années. Il faut aussi rappeler qui a tiré le premier coup de feu, le 1er octobre 1990. Parce que dans la version officielle, on a l'impression que tout d'un coup, un régime qui était intrinsèquement et fondamentalement raciste et anti-Tutsi s'est réveillé un beau matin en disant « bon, nous allons exterminer les Tutsis, nous allons passer à l'acte ». Et que ce génocide serait donc arrivé, comme les Anglais disent, « out of the blue », venu de
je ne sais pas, d'une autre planète. Or, ce génocide, que moi j'appelle donc le point culminant de la guerre du Rwanda, ce point culminant est l'aboutissement de tout un processus qui a commencé dans sa phase active le 1er octobre 1990. Certes, on pourra me contredire en disant oui, mais il faudrait peut-être remonter à 1959, ou remonter à l'arrivée des Belges, ou remonter à l'arrivée des Allemands. Pourquoi pas remonter aussi à la période du royaume et à tout ce qui a pu se passer pendant la longue histoire de ce royaume. On peut toujours remonter plus loin. Pas seulement pour le Rwanda d'ailleurs, même pour la France, on peut remonter à la Révolution française ou à Charlemagne. Là, si vous voulez, nous parlons d'un nouveau conflit qui a éclaté le 1er octobre 1990. Donc le premier mensonge, c'est de ne parler, là c'est un mensonge par omission, c'est pas un mensonge en tant que tel. Dans le christianisme, on appelle ça un mensonge par omission, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on parle de quelque chose, d'une partie de quelque chose, sans révéler la totalité de ce quelque chose, de cet événement. En l'occurrence, donc, cette guerre qui a duré 4 années et non pas 100 jours, puisque le génocide en tant que tel a duré 100 jours à peu près, du lendemain du jour de l'attentat contre l'avion du président jusqu'à la prise de Kigali. C'est un peu, par le FPR, c'est à peu près ça que normalement on utilise comme période pour définir ce génocide. Donc voilà le premier mensonge. Donc si vous voulez, c'est par lassitude que j'ai décidé que j'ai pris la résolution quelques mois avant les célébrations du 25e anniversaire de sortir un livre. Et j'ai donc compilé mes différents écrits. Je les ai mis à jour, bien évidemment. J'ai enlevé les redites pour ne pas lasser le lecteur. Et j'ai également écrit de nouveaux chapitres qui étaient inédits jusque-là, spécialement pour ce livre. Donc, dans cette période de quelques mois qui ont précédé la publication du livre, j'ai écrit de nouveaux chapitres, j'ai fait appel à mes souvenirs personnels et j'ai été bien sûr influencé aussi par la dernière actualité. Donc, c'est tout ça, c'est cette compilation d'articles déjà publiés par ailleurs, plus de nouveaux chapitres qui ont produit ce livre que j'ai intitulé 25 années de mensonges. Je viens de désigner l'un des premiers mensonges. Je peux continuer la liste si vous le souhaitez, à moins que vous vouliez intervenir par rapport à ce que je viens de dire. Ce ne sera pas nécessaire parce que le lecteur a besoin aussi de surprise. Il ne faut pas que vous lui donniez tout le contenu du livre. Bien sûr. Néanmoins, effectivement, vous pouvez faire un survol sur les principaux mensonges. Alors, je tiens à préciser tout d'abord que j'ai pris la décision, parce que voilà ce que j'ai écrit sur la 4e de couverture. Je vais lire le dernier paragraphe de la 4e de couverture qui correspond tout à fait à ma façon de penser en ce qui concerne le Rwanda. Au Rwanda, il n'y a pas eu de réconciliation. Cette dernière ne pourra intervenir que le jour où la vérité, toute la vérité, sera dite et acceptée par tous. Lorsque les Tutsis pleureront aussi les victimes Hutus et que les Hutus dénonceront les crimes commis en leur nom contre les Tutsis, alors oui, il sera possible de parler de réconciliation. Une réconciliation qui permettra de construire un Rwanda nouveau où tous les Tutsis et tous les Hutus auraient le sentiment d'être des citoyens égaux appartenant à une seule et même nation. Voilà, tout est dit. Ce paragraphe résume ma motivation, résume ma manière de penser et résume l'objectif que je poursuivais. Car en écrivant ce livre, j'ai pensé bien sûr à la génération montante, à tous ces jeunes Rwandais du Rwanda
et de la diaspora qui n'ont pas vécu ces années terribles de la guerre de 90-94 et qui donc ne connaissent de cette période que ce que leurs parents, s'ils les ont, ou leurs proches leur ont dit. Et c'est donc certainement une vision tronquée. Et bien sûr, ils ne connaissent, pour ceux qui sont au Rwanda, que ce que le régime actuel, en place depuis 1994, a véhiculé comme vérité officielle par le biais de l'éducation nationale, dans les écoles primaires, secondaires, les universités, et dans les médias contrôlés par le régime. Donc, je m'aperçois bien souvent que des gens avec lesquels je peux être en désaccord, en approfondissant un petit peu, finalement, le désaccord est rapidement levé parce que les personnes en question se rendent compte qu'on ne leur a pas dit toute la vérité, qu'on ne leur a pas tout dit. Là aussi, il y a eu des mensonges par omission. Et qu'une fois, si bien sûr on a affaire à des personnes de bonne foi et suffisamment, avec l'esprit suffisamment ouvert, une fois que ces personnes ont pris en compte des éléments qui leur avaient échappé parce qu'ils ne les connaissaient pas, à ce moment-là, leur vision change et nous arrivons à, bien sûr, trouver un terrain d'accord sur notre interprétation des événements passés. Le problème, Hervé Chesville, c'est que ce que vous êtes en train de dire, en fait, et ce que vous avez écrit dans ce livre, est considéré au Rwanda comme du négationnisme. C'est-à-dire qu'il est interdit, et c'est textuellement dans la loi sur le négationnisme au Rwanda, c'est interdit de dire ou d'affirmer que le FPR, l'armée rebelle de Paul Kagame, le président actuel, c'est interdit de dire qu'elle aurait massacré des Hutus. C'est interdit. Et si vous le dites, dans la loi, c'est considéré comme du négationnisme. Ce qui prouve bien que ceux qui utilisent le terme négationnisme ou qui accusent les uns et les autres, moi y compris, de négationnistes, n'ont pas cherché ce que signifie ce mot. Non, ils l'ont défini à leur manière. Parce que le mot négationnisme, en fait, les véritables négationnistes, ce sont ceux dont vous venez de parler, Paul Kagame et ses supporters, puisque eux présentent une vérité partielle et non pas une vérité complète. Tandis que nous, quand je dis nous, c'est moi-même, Judy River, Pierre Péan et tant d'autres, et Onana ou d'autres. Négationnisme, ça vient du verbe nier. Nous ne nions pas le génocide. Le génocide a bel et bien eu lieu. Des centaines de milliers de Tutsis ont été massacrés parce qu'ils étaient Tutsis. Et cela, nous n'en disconvenons pas. Moi, je me rappelle même avoir dénoncé publiquement, bien avant d'avoir commencé à écrire, à mon retour du Rwanda, de mon premier séjour au Rwanda en 1996, j'ai fait des causeries, je ne dirais pas des conférences, c'est bien prétentieux, mais j'ai fait des causeries pour dénoncer ce génocide qui venait d'être commis contre les Tutsis. Donc, je veux parler quand même en mon nom, je ne veux pas parler au nom des autres, mais je pense que ils ont la même façon de penser. Je ne nie absolument pas le génocide commis contre les Tutsis, donc je ne suis pas un négationniste. C'est QFD. Maintenant, ayant dit cela, nous sommes encore moins négationnistes du fait que nous ne nions pas les autres massacres commis contre des Tutsis par le FPR ou commis contre des Hutus par le FPR ou contre des Twa ou contre des Congolais ou contre des missionnaires étrangers au Rwanda ou contre des médecins du monde espagnols, etc., etc.
nous mettons en avant la totalité de la tragédie. Donc, nous sommes certainement moins négationnistes que ceux qui nous accusent d'être négationnistes. Justement, quel a été le déclic en fait, puisque vous dites que vous aviez, dès votre arrivée au Rwanda, commencé à dénoncer ce génocide contre les Tutsis? Quel a été le déclic? À partir de quand avez-vous pensé qu'il fallait aussi parler des autres massacres? 1996, j'ai donc fait un premier séjour au Rwanda, envoyé par le PAM, pour faire une mission d'évaluation de la gestion du programme alimentaire mondial au Rwanda entre 1994 et 1996. Ça m'a permis de beaucoup voyager dans le pays et notamment, je ne peux pas passer sous silence un épisode qui me hante encore, qui est ma visite à Gikongoro, où j'ai rencontré le préfet, on appelait ça encore un préfet à l'époque, qui m'a proposé, mais c'était, je dirais que c'était un ordre en quelque sorte, je ne pouvais pas refuser, d'aller visiter ce qu'il appelait le mémorial de Murambi. Et il m'a affecté quelqu'un pour m'accompagner. Et donc, je suis allé dans cette école technique. J'ai failli dire ancienne école technique, mais en fait, c'était une école technique presque neuve à l'époque, mais qui n'a jamais servi, je crois, puisqu'elle venait d'être construite lorsque le génocide a été commis. Et donc, les bâtiments de cette école technique avaient servi d'endroit pour receler les cadavres des victimes. En fait, c'est une plus longue histoire. Les cadavres, lorsque l'armée française était arrivée sur le site, ils avaient trouvé ces milliers de cadavres en plein air. Vous voulez dire l'opération, la mission turquoise? À la mission turquoise, et ils ont utilisé de la main-d'œuvre locale pour les enterrer. Non pas pour effacer des preuves, mais tout simplement pour des raisons de santé publique. Laisser des milliers de cadavres en plein air avec le climat du Rwanda, il est évident que des épidémies auraient pu se déclencher et autres. Donc, il était nécessaire d'enterrer ces pauvres gens. Et donc, ces cadavres ont été enterrés. Les Français sont partis, ont été remplacés par des Zambiens, je dis ça de mémoire, hein, par un bataillon zambien de l'ONU. Je me rappelle, oui, c'était bien des Zambiens parce que je me rappelle avoir vu, il y avait encore des panneaux Zambat, Zambia Battalion. Et il y a eu des pluies torrentielles et les Zambiens ont été horrifiés de voir des bras ou des jambes qui apparaissaient, qui étaient dégagés par ces pluies torrentielles. Et c'est là qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient en fait, parce qu'ils logeaient naturellement dans cette école technique, ils se sont rendus compte qu'ils étaient littéralement sur un charnier. Et ensuite, lorsque le FPR a repris le contrôle de cette zone, ils ont exhumé les cadavres. Et c'est là qu'ils les ont mis dans les salles de classe. Et donc, je me rappelle ce jour, moi, j'ignorais tout de cela à l'époque. J'ignorais tout de la séquence d'événements que je viens de décrire. Mon guide, entre guillemets, m'amène, il avait à la main une poignée de porte. Parce que les portes elles-mêmes n'avaient pas de poignée. Et il a commencé par ouvrir une classe, il m'a fait rentrer, sans me prévenir, naturellement, et j'ai cette vision d'horreur de centaines de cadavres, hommes, femmes, enfants, certains avaient les mains encore attachées dans le dos, c'était une vision absolument insoutenable. Et je ressors, je continue à le suivre, et là, toujours avec la même poignée, il ouvre la seconde classe, le même spectacle s'est offert à mes yeux. Et ça a continué comme ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 10 classes qui étaient pleines de cadavres desséchés. Je dis desséchés parce que bon, c'était 2 ans après leur mort, ce n'étaient pas des squelettes, c'était encore des cadavres, on voyait les vêtements, on voyait les cheveux, et comme je le dis, on voyait les liens de certains. C'est une vision qui me hante encore jusqu'à aujourd'hui, que je n'aurais jamais
que je n'ai jamais oublié. Et d'ailleurs, à la troisième, je m'étais dit, en voyant ça, je m'étais dit, j'avais mon appareil photo, je me suis dit non, décemment, je ne peux pas prendre de photos. Deuxième classe, j'étais toujours dans cette idée qu'il ne fallait pas prendre de photos. Et puis au bout de la cinquième et la sixième, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais si je ne prends pas de photos, qui va me croire quand je vais raconter ça? Alors, à ma grande honte, je l'avoue, j'ai pris des photos que j'ai encore. J'ai pris des photos de ces amoncellements de cadavres desséchés. Et effectivement, quand on a vu ça, bon, il est certain que ma mission au Rwanda m'a amené à dénoncer la mauvaise gestion du PAM. C'était un rapport interne confidentiel, mais je pense que là, il n'y a pas de prescription, je peux en parler ouvertement. La gestion désastreuse du directeur du PAM de l'époque, celui qui avait rouvert le bureau après le génocide et qui était encore directeur à l'époque de ma visite. Donc tout ça, je l'ai dénoncé. Et vu que ce bureau était infiltré, le personnel avait été totalement recomposé et ce monsieur, le directeur dont je parle, avait embauché essentiellement des gens qui étaient liés au régime, je dirais même des agents de la DMI qui prétendaient être donc des employés du PAM. Et le service Directorate of Military Intelligence, voilà, les renseignements militaires. Et donc, si vous voulez, il s'est passé deux choses. Mon rapport a fortement déplu j'ai failli dire son nom, au directeur du PAM de l'époque, qui a cherché à se venger et qui a cherché à me causer du tort, mais il l'a également partagé avec la DMI. Et donc, il m'a mis en danger en faisant cela. Mais j'étais malgré tout sous le choc de ce que j'avais vu. Et quand je parle de Murambi, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein. Donc, quand j'ai quitté le Rwanda, j'étais tout à fait encore sous le choc et j'avais la volonté de dénoncer le génocide commis contre les Tutsis. Ça ne voulait pas dire que j'avais trouvé un régime extraordinaire et un gouvernement formidable. Loin de là. Mais ça ne m'intéressait pas à la limite à l'époque. Encore une fois, on était 2 ans après le génocide, même si je me disais, dans ma petite tête, je me disais que même si ce régime n'était pas parfait et qu'il commettait des actes très répréhensibles, malgré tout, il les commettait dans l'urgence et que ça pouvait être excusable. C'est affreux ce que je dis, mais que ça pouvait être excusable et que certainement, au bout de quelques années, on arriverait à une situation plus tolérable. J'étais loin de m'imaginer que, bien au contraire, ça allait s'aggraver et que le régime s'enfoncerait dans une dérive qui l'amènerait au-delà des frontières du Rwanda pour commettre des massacres. Donc oui, au début, je ne parlais pas de ces dérives et je ne parlais pas des excès du régime. Je me rappelle d'une conférence que j'ai faite à l'automne 96, pendant un congé en Corse. J'ai fait une conférence, effectivement. J'ai montré les photos dont je viens de parler et j'ai dénoncé le crime qui avait été commis contre les Tutsis. Donc ça, si vous voulez, c'était le début. Et pendant votre séjour au Rwanda, à Wechesville, vous n'avez pas du tout eu connaissance des crimes commis par le FPR pendant la guerre, avant le génocide et après le génocide. En 96, non. En 96, non. J'étais entouré de gens qui étaient favorables au régime. On me montrait ce qu'on voulait bien me montrer. Comme je l'ai dit, le personnel du PAM était essentiellement composé de gens proches du régime, à commencer par le directeur lui-même. Donc non. Et j'ai quitté le Rwanda, je n'avais pas de sentiments excessivement négatifs à l'égard du régime de Paul Kagame, qui n'était encore, rappelons-le, qui n'était encore que vice-président à l'époque. Parce que parfois on me fait le reproche. De vous. Pardon? C'était avant l'attaque des camps des réfugiés rwandais au Zaïre? Oui, absolument, parce que d'ailleurs, je vais vous donner un détail particulier qui est encore vivide dans ma mémoire. Après Gikongoro, je suis allé à Cyangugu
et on m'a fait visiter le petit, je dis bien petit, parce qu'à l'échelle du PAM, c'était un petit camp de réfugiés de ce qu'ils appelaient les Banyamulenge ou les Tutsis congolais qui avaient fui des persécutions au Congo, enfin au Zaïre, pardon, au Zaïre, et j'ai donc visité ce camp et j'ai inspecté la manière dont la nourriture était acheminée par le PAM à ce camp en particulier. Mais je me rappelle très bien de ce camp qui était à quelques centaines de mètres de la frontière zaïroise. Et depuis le camp, je voyais le Zaïre tout proche. Je voyais Bukavu tout proche. Et c'est pendant ce séjour à Changougou que j'ai entendu des coups de canon. Et je me suis posé la question, est-ce que ça vient du Rwanda? Est-ce que ça vient de... Je me rappelle très bien, j'étais sur la terrasse de l'hôtel au bord de la Ruzizi et j'ai entendu des coups de canon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vient du Rwanda? Est-ce que ça vient du Zaïre? Je l'ignorais. Ce n'est qu'après que j'ai appris que finalement l'armée rwandaise était rentrée à Bukavu. C'est là que l'archevêque a été l'archevêque de Bukavu, dont j'ignorais l'existence à l'époque. Tout ça, je l'ai découvert par la suite, avait été assassiné par les soldats rwandais, les militaires rwandais à leur entrée en ville, et un parmi tant d'autres. Tout ça, je l'ai appris après. L'archevêque de Bukavu dont vous parlez, sans vous interrompre, c'est un peu mon protecteur. Il est derrière moi. C'est Monseigneur Christophe Monzilwa. J'espère qu'il sera canonisé. Par Christophe Monzilwa et Kizito Mihigo. Et donc, je pense à ces personnes-là tout le temps. Ben oui, ben moi aussi. Alors, l'archevêque, naturellement, je n'avais jamais mis les pieds à Bukavu à l'époque et je n'ai pas traversé la frontière durant ce séjour au Rwanda. Donc, j'ignorais tout cet archevêque. Ce n'est que par la suite que j'ai découvert son histoire, d'autant que j'ai vécu à Bukavu par la suite. Vous parlez de Kizito, ça m'amène à revenir à mon livre pour signaler quand même que j'ai choisi de dédier ce livre à deux personnes emblématiques qui, pour moi, vous avez entendu ce que le chapitre, pas le chapitre, mais le paragraphe que j'ai lu tout à l'heure, parlant de vérité, condition sine qua non pour la réconciliation. Et voilà ce que j'ai écrit donc ici, en page de garde. Ce livre est dédié à toutes les victimes de la tragédie rwandaise, ainsi qu'à Victoire Ingabire Umuhoza et à Kizito Mihigo, tous deux emprisonnés au Rwanda pour avoir osé évoquer publiquement toutes ces victimes. À l'époque, tous les deux, tant Victoire Ingabire que Kizito Mihigo, étaient encore emprisonnés. Bon, depuis, on sait ce qu'il s'est passé. Tous les deux ont bénéficié d'une grâce présidentielle et ont été, entre guillemets, j'utilise beaucoup de guillemets là, libérés en septembre 2018. Et depuis, Victoire Ingabire vit dans des conditions que je qualifierais, moi, de résidence surveillée, puisqu'elle ne peut pas quitter le pays, elle ne peut pas se déplacer sans autorisation, elle est très surveillée, elle est régulièrement convoquée par les services de sécurité, par comment on appelle ça maintenant, le RIB. Quant à Kizito Mihigo, on sait ce qui s'est produit et nous allons, je pense, célébrer dans les jours qui viennent le premier anniversaire de sa disparition. J'étais en communication avec Kizito Mihigo sans le savoir, alors même qu'il était encore en prison, mais il y avait quelqu'un qui communiquait avec moi sous un pseudo, et ce n'est qu'après que j'ai réalisé que cette personne était en fait Kizito Mihigo, puisque Kizito avait réussi à utiliser un téléphone portable pendant sa détention et qu'il avait réussi à créer un compte Facebook et autres, et Twitter ou autres,
sous le nom d'une femme, et que donc j'ai communiqué pendant des mois avec lui sans savoir que j'avais affaire à lui. Et donc je l'ai mis au courant de la parution du livre, et il en était très content. Et naturellement, sa mort m'a bouleversé, et je dirais que ce crime impardonnable, on me dirait, il s'agit d'une personne, alors qu'il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont perdu la vie au Rwanda. Pourquoi parle-t-on tant de Kizito? Parce que justement, Kizito, c'était le symbole de l'espérance. C'était un Tutsi rescapé du génocide. Son père avait été massacré, ainsi que d'autres membres de sa famille. Un jeune Tutsi né à Kibeho. Kibeho, c'est pas n'importe quel endroit au Rwanda. C'est le site des apparitions mariales. Et d'ailleurs, il est né l'année de ces apparitions. Et ce jeune homme, donc, qui a décidé, après avoir été un peu instrumentalisé, je dirais, par le régime, je rappelle qu'il a composé partiellement l'hymne national, le nouvel hymne national du Rwanda, et qu'il participait à toutes les cérémonies de commémoration du génocide chaque année au stade de Kigali. Ce jeune homme a, je dirais, fait son chemin de Damas, et il a compris par lui-même que la réconciliation, la vraie réconciliation, ne pourrait intervenir que le jour où toute la vérité sera dite, ou, comme je l'ai dit dans mon paragraphe que j'ai lu tout à l'heure, où les Tutsis pleureront aussi les victimes Hutus, et que les Hutus pleureront les victimes Tutsis. Il l'a parfaitement compris, et il est devenu le chantre de la paix et de la réconciliation, allant dans les prisons, allant dans les écoles. Justement, il attachait beaucoup d'importance à la génération montante, voulant faire passer à cette génération montante ce message de paix et de réconciliation. Et sa logique, parce que c'est parfaitement logique, cette fameuse chanson qui lui a valu son arrestation et puis plus tard sa mort, je dirais. Cette fameuse chanson, ce n'était pas un accident, ce n'était pas un dérapage de la part de Kizito, c'était la poursuite logique d'un processus intellectuel qu'il avait entrepris, une démarche intellectuelle qu'il avait entrepris pour la paix et pour la réconciliation, puisque dans cette chanson, rappelons-le, il chante en mémoire de toutes les victimes, quelle que soit leur appartenance, j'aime pas dire le mot ethnique, parce que dans mon livre, je conteste l'appellation d'ethnie en ce qui concerne les Hutus et les Tutsis, mais bon, donc, et c'est cette vérité qui était totalement insupportable au régime, puisqu'elle contredisait de manière flagrante la vérité officielle. Alors, logique. Je terminerai mon propos sur Kizito en disant que ce livre contient 2 chapitres qui se suivent. Le chapitre 21, qui concerne les apparitions mariales à Kibeho, et le chapitre suivant s'intitule Kizito Mihigo, le chantre embastillé de la paix et de la réconciliation. J'ai écrit ce texte le 11 mai 2016, où là donc je raconte la vie de Kizito et son action, sans savoir, bien sûr, l'issue tragique de cette vie. Alors, vous l'avez peut-être abordé de manière, je dirais, assez discrète, et c'est normal parce que Kizito était un jeune homme qui a en quelques années fait ce que les autres ne font pas en 60 ans. Absolument. Et comme vous l'avez rappelé,
Kizito Mihigo était un jeune Tutsi qui a été victime de ce génocide de 1994, mais qui, lui, a compris que toutes les morts se valent. Et il l'a chanté. Il a dit, avant d'être Tutsi ou Hutu, soyons d'abord des hommes, des êtres humains. Et si on est des êtres humains, on est des êtres humains égaux, y compris devant la mort, devant la vie. Et donc, il est important que le Rwanda parte sur base d'une mémoire commune et égale pour toutes les victimes. Et ça, bien sûr, le régime du président Kagame ne peut pas tolérer parce que dire cela, c'est insinuer qu'il y a eu d'autres morts que les Tutsis. Et dire qu'il y a eu d'autres victimes que les victimes Tutsis, c'est insinuer quelque part qu'il y a quelqu'un, une personne ou des personnes ou un groupe de personnes qui les ont tués. Et c'est une remise en cause de la légitimité sur laquelle est fondé ce régime. Tout à fait, tout à fait. J'ai utilisé l'expression de chemin de Damas pour Kizito parce qu'effectivement, le jeune garçon qui est rentré du Burundi après le génocide, il avait le cœur plein de haine. Il voulait se venger de la mort de son père et de la mort de ses proches. Il avait envie de s'engager dans l'armée du FPR. Il avait envie de tuer des Hutus. Donc, le chemin qu'il a parcouru entre le jeune Kizito rentrant du Burundi et le jeune homme qui a défié le régime, combien 15 ans plus tard, je dis ça approximativement, est énorme. Il a fait ce chemin tout seul. Encore que bon, bien sûr, il a eu la chance de pouvoir sortir du Rwanda à un moment donné, donc je suppose que pendant son séjour en Belgique et en France, il a dû, c'est pas que je suppose, j'en suis sûr, il a rencontré des gens qui n'avaient pas la même version que lui, et là, c'est en confrontant ces deux versions ça a dû le faire progresser dans son cheminement, bien sûr. Écoutez, vous avez raconté votre itinéraire par rapport au Rwanda et vous venez d'évoquer la vie et la mort de Kizito Mihigo parce qu'il a été assassiné par le régime le 17 février 2020 au Rwanda, c'est-à-dire un an jour pour jour. La communauté rwandaise de France, de Belgique, des États-Unis, du Canada et même du Rwanda, ceux qui osent aujourd'hui dire la vérité, passent une semaine de commémoration en hommage à notre cher compatriote, que certains appellent déjà Saint Kizito. Et je pense réellement qu'il le mérite, qu'il mérite d'être considéré comme un saint, compte tenu de sa vie, compte tenu des œuvres qu'il a réalisées pendant sa courte vie. Il n'avait pas 33 ans. Il faut lire son livre. Il avait à peine 37 ans. Oui. Il faut lire son livre qui est sorti après sa mort. Ouais. C'est vraiment un message d'amour, un message, une exhortation au pardon, à la charité. Effectivement, je dirais qu'il est mort en odeur de sainteté, comme on dit. Ça, c'est incontestable. Et d'ailleurs, bien conscient que nous sommes dans la période du premier anniversaire de sa mort, j'ai décidé de consacrer à Kizito une nouvelle fois, parce que ça ne sera pas la première fois, mon émission de radio hebdomadaire, puisque chaque mercredi, j'enregistre une émission ici à Bastia, à la radio chrétienne locale, Radio Salve Regina, et donc le thème de l'émission que je vais enregistrer mercredi sera Kizito, et comme chaque fois, des chansons de Kizito seront diffusées sur les ondes de Radio Salve Regina à cette occasion, en particulier cette tristement célèbre chanson qui lui a causé, qui lui a valu tant de problèmes. Hervé Chesville, je vous remercie beaucoup d'avoir passé en revue le contenu de votre livre, et puis surtout d'avoir consacré autant de temps à parler de nos héros, de nos malheurs, de nos bonheurs
de l'époque. Je suppose que le temps que vous avez passé au Rwanda n'a pas été qu'un moment de pleurs et de mauvaises Jusqu'à présent, mémoires. depuis le début de cette émission, je n'ai évoqué que mon bref séjour de 96. Tout En à fait. 98, j'y suis retourné, cette fois-ci envoyé par le PAM de manière permanente. On va en reparler dans une prochaine émission. Oui, mais ce que je voulais, Vous avez eu le déclic. ce que je voulais dire, c'est que c'est durant ce séjour-là de 98 que là, j'y suis resté suffisamment longtemps pour recevoir un certain nombre d'informations qui m'ont horrifié sur les massacres qui étaient en cours, les massacres contre les Hutus. Et donc, si vous voulez, ce second séjour a complété les informations parcellaires que j'avais recueillies en 96. Très bien. Justement, c'est pourquoi je vous propose d'en faire une deuxième partie de votre émission, parce que c'est votre émission. Hein. Merci. C'est vous qui avez la parole, même si vous vous adressez à travers notre chaîne YouTube La Voix des Grands Lacs à tout un auditoire. Mais c'est votre émission. Alors donc, dès le départ déjà, dès maintenant, on décide que la prochaine émission va porter sur votre deuxième séjour, mais en termes d'informations que vous avez pu recueillir et qui ont été justement ce déclic-là que nous, on veut savoir comment ça s'est passé pour que du génocide des Tutsis seul, vous compreniez finalement qu'il n'y a pas eu que ça, qu'il y avait des choses cachées, qu'il y avait des mensonges. Et c'est probablement ça d'ailleurs qui va faire comprendre. J'ai moi aussi cheminé, j'ai moi aussi évolué dans ma réflexion, parce que au fil des ans, naturellement, les circonstances et les informations que tout un chacun recueille fait évoluer notre manière de penser. Et naturellement, j'ai donc évolué au sujet du Rwanda pour en arriver à mon stade de réflexion actuel. Alors, une dernière question quand même pour les auditeurs qui souhaiteraient acquérir votre livre, Rwanda, 25 années de mensonges. Comment peut-on l'obtenir à ce jour? Alors, comme vous le savez, du fait du Covid-19, j'ai tenté de mettre ce livre sur Amazon. Et je me suis rendu compte, grâce à vous d'ailleurs, qu'il était devenu impossible de commander ce livre sur Amazon, alors qu'il y était bien, ainsi que mes autres livres. Et en creusant un petit peu, j'ai découvert qu'effectivement, il y a un problème qui fait que ce livre n'est plus commandable sur Amazon. Alors, j'ai été obligé de recommencer l'opération à zéro, de le retirer de la vente, et la semaine prochaine, je vais tenter de le remettre sur Amazon. C'est un processus un peu compliqué qui, moi, me dépasse franchement. Heureusement que j'ai des jeunes qui comprennent mieux comment tout cela fonctionne. Donc, je l'espère que d'ici une semaine, ce livre sera à nouveau en vente sur Amazon. Si tel n'était pas le cas, et même si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, je rappelle que ce livre est publié par les éditions Vincentello di Istria, qui est une maison d'édition que j'ai créée moi-même ici à Bastia, et que donc il suffit de me contacter. Je ne veux pas donner mon adresse email ou mon numéro de téléphone en direct, comme ça, ce serait peut-être pas prudent, mais je suis sûr que vous voudrez bien les relayer aux personnes intéressées pour commander ce livre, un simple virement ou un simple chèque, pour ceux qui résident en France, le chèque, virement pour ceux qui seraient en dehors de la France. Je suis prêt à envoyer ce livre n'importe où dans le monde, sauf au Rwanda. Pourquoi je dis sauf au Rwanda? Je peux très bien l'envoyer au Rwanda, rien ne me l'interdit. Mais je ne veux pas mettre en danger les gens au Rwanda. C'est pour cela que depuis que ce livre est sorti, je me suis abstenu de répondre aux demandes de gens qui voulaient l'avoir au Rwanda, parce que je ne veux pas mettre en danger la vie des gens. Avec votre permission, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, à la fin de l'émission, nous mettrons les coordonnées de M. Hervé Chesville pour permettre à ceux de nos auditeurs souhaitant l'acquérir effectivement d'y procéder. Nous mettrons les éléments nécessaires pour ceux qui peuvent envoyer des emails,
ou alors du courrier. Bah, écoutez, on peut très bien divulguer, ça ce n'est pas un secret, On va l'adresse de la maison. le texte, hein, monsieur Chaudy. Oui, Je vais mettre le texte. oui, Comme ça, ce sera plus facile. Parce que voilà, très comme bien. ça, en direct. Oui, oui. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'adresse de la maison d'édition n'est pas un secret. D'ailleurs, je pense que n'importe qui, en cherchant sur Google ou sur un autre moteur de recherche, réussirait à trouver l'adresse de la maison d'édition. Donc, il n'y a pas de problème, bien sûr. Nous mettrons tous les éléments à la fin de cette émission et tous ceux qui regarderont cette vidéo verront l'adresse exacte. Très bien. Effectuer une commande. Très bien. Je vous remercie beaucoup une nouvelle fois d'avoir répondu. C'est moi, j'ai été très heureux d'avoir à nouveau une agréable conversation avec vous, parce que votre émission, c'est plus une conversation qu'une interview. Et c'est ça que j'apprécie avec vous. C'est vraiment c'est un entretien amical autour d'un thème, autour d'un menu qu'on a choisi tous les deux et on le développe. Voilà, très bien. Ah ben, écoutez, à la prochaine fois alors et merci une nouvelle fois d'avoir parlé à nos auditeurs. Ils vont s'habituer à vous écouter et ne soyez pas étonnés de recevoir du courrier de leur part. Merci, mon cause. Merci et bon week-end. Hein. Au revoir. Merci, au revoir. Audio Jungle. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?